Bonjour à tous, je suis Clotilde Girard, chargée de mission circuit court à la chambre d'agriculture de la Moselle. Nous sommes déjà 48 connectés, nous en attendons 80. Ce que je propose pour respecter les personnes qui sont à l'heure, c'est de commencer maintenant. Le webinaire de toute façon est enregistré, donc les personnes qui n'auraient pu au dernier moment se connecter pour un imprévu pourront le revisionner de toute façon. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. L'idée entre conseillers d'organiser ce webinaire nous est venue parce qu'on sent une situation compliquée dans beaucoup d'exploitations en circuit court. Et je vous avoue que le nombre des participants inscrits à ce webinaire est un signe positif pour dire que le sujet est attendu. Voilà, il est attendu et c'est peut-être aussi bien qu'on puisse en parler, et c'est peut-être aussi un critère qui confirme vos inquiétudes actuelles. Bon voilà, vous êtes bien tous, je pense, impactés sur vos activités circuit court par le contexte actuel, l'augmentation des charges, la baisse de la demande, parfois des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Et bon, ce webinaire fait déjà suite à un premier webinaire organisé en Moselle au mois de février, où on s'était plus attaché à trouver des solutions pour rebondir de façon globale, et en les citant, pour rebondir dans la situation compliquée et passer le cap. En insistant plus sur le prévisionnel de trésorerie comme un outil d'argumentation par rapport à vos banquiers et vos créanciers. Et donc l'idée de continuer la série de webinaires sur le calcul du prix de revient nous a semblé pertinente, dans le sens où c'est aussi en recalculant ces prix de revient dans une situation très fluctuante comme celle qui est la nôtre actuellement, qu'on peut se servir de cet outil comme un outil de pilotage pour prendre des décisions. Calculer le prix de revient uniquement pour calculer ses prix de vente, c'est déjà bien, mais c'est peut-être aussi un outil qui peut être excusez-moi, qui peut être utilisé pour d'autres objectifs. Et c'est ce que va vous présenter Enora Louédon, notre collègue de la Chambre des cultures des Ardennes. Son intervention est calibrée à peu près sur 1 heure, avec des parties interactives où on vous demandera de vous positionner, de répondre. Une deuxième partie est consacrée à des témoignages d'agriculteurs qui utilisent le prix de revient comme un outil de pilotage sur certains aspects de leurs exploitations. Et puis, n'hésitez pas, via le chat, la conversation, à poser vos questions, et on fera des pauses questions-réponses en cours de webinaire de toute façon, pour que vous puissiez avoir réponse à toutes vos questions. Voilà, j'espère, voilà, vous êtes 50 connectés actuellement. Je vais laisser la parole à Enora, qui va introduire le sujet. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire, et je reste attentive avec Marine sur le chat, et Nora, on se permettra de t'interrompre en cours de route si c'est nécessaire par rapport aux questions qui arriveront dans le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Clotilde. Oui, donc bonjour à tous. Donc Enora Louédon, hein, comme Clotilde l'a dit, de la Chambre d'agriculture des Ardennes. Clotilde, tu peux juste me confirmer que le diapo, on le voit bien? S'il te plaît. Si quelqu'un peut juste. Excuse-moi, j'ai coupé le micro. Oui, pour le moment, je vois le programme. Je vois webinaire. C'est parfait, merci. Et le chaos à côté. Ah, d'accord. Ah, vous voyez la page d'après, en fait. Je vois la diapo suivante aussi. Oui, d'accord. Mais je vais recouper le micro parce que
Ça doit pas être agréable de m'entendre tousser tout le temps. Du coup, je pense que je me suis plantée dans le partage. Donc voilà, donc comme Clotilde l'a dit, donc conseillère à la chambre d'agriculture des Ardennes. Et donc j'ai la lourde tâche du coup aujourd'hui de vous parler donc du coût de revient, du prix de revient en circuit court. Donc l'idée c'est vraiment de faire une première approche sur le coût de revient, de quoi parle-t-on, comment on le calcule évidemment, mais surtout l'objectif c'est d'aller plutôt sur aussi comment voilà, il peut être un outil de pilotage dans vos activités en circuit court. Donc vos retours aussi, même via le chat ou oralement, seront aussi assez intéressantes pour nous. En plus, vous êtes nombreux. Voilà, donc on aura 2 exploitantes qui vont pouvoir ensuite nous en parler. Pour démarrer, du coup, je vous propose en effet un petit jeu plutôt interactif, des questions de manière interactive. Il y aura plusieurs questions tout au long de la présentation. Donc je vous invite, alors comme on est très nombreux, j'ai scindé les questionnaires en 2. Donc pour les gens qui ont un nom de famille démarrant par les lettres de A à G, voilà, vous pouvez flasher du coup avec votre appareil photo en fait de téléphone le premier flash code pour les personnes qui ont un du coup nom de famille qui commence par H jusqu'à Z, le second flash code pour que tout le monde puisse avoir une session sur le jeu. On va démarrer par répondre aux 3 premières questions si vous le voulez bien. On regardera ensuite les résultats, ça va permettre d'introduire un petit peu le sujet. Donc vous arrivez sur un site qui s'appelle Kahoot. Voilà, donc n'hésitez pas à le lancer là dès maintenant. Je vais suivre en parallèle du coup les retours. Donc on vous pose quelques petites questions sur donc le coût de revient. Alors du coup, voilà, ça a démarré. Donc, je vous partage ici du coup les retours des différentes questions voilà, qui étaient posées. Donc, la première question en fait était aussi pour un petit peu et un peu pour sonder de quelle manière aujourd'hui vous calculez, sur quoi vous vous basez pour calculer vos prix de vente. Donc, on a quelques retours. Certains qui se basent donc sur le coût de transformation, d'autres sur... Et Nora, Oui. je me permets de t'interrompre, il faut peut-être que tu laisses un tout petit peu de temps. Ouais. Parce qu'il y a très peu de connectés sur le Kahoot apparemment. Ça marche. Comme il y en a 2, je dois regarder. Ah, on en a un où il y a eu 20 retours, donc on va pouvoir ici. Ouais, en fait, comme il y en a 2, voilà, donc pour fixer ces prix, donc voilà, quand même la plupart se basent soit sur le coût de revient ou sur le coût de transformation. Vous pouvez continuer évidemment à faire le Kahoot sans souci. Ensuite était question de quel était le coût de revient selon vous, donc bien répondu avec l'ensemble des coûts qui sont liés à la production, à la transformation et à la vente. Et enfin, avez-vous déjà calculé votre coût de revient? Donc sur 11 répondants, 10 l'ont déjà fait, donc vous êtes déjà des pros du coût de revient a priori. Sur le second, excusez-moi, du coup, c'est pas très pratique le fait d'en avoir eu 2, mais j'ai pas eu le choix. Donc sur le coût de revient, pareil. Et donc la plupart quand même dans l'ensemble qui ont a priori déjà voilà, utilisé le calcul du coût de revient. Donc je vais avancer, il y aura de nouvelles questions. Vous y avez déjà accès, vous pouvez déjà y répondre, mais on reviendra dessus après. Donc voilà, notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est bien le coût de revient, qui correspond en effet à la somme de l'ensemble des charges directes et indirectes qui sont supportées par votre exploitation pour produire, mais également transformer et commercialiser vos produits. Voilà, donc chose
Ces trois aspects sont très importants et la manière dont je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est vraiment en scindant en fait ces trois thématiques. Donc l'objectif du coût de revient, en effet, il est dans un premier temps de pouvoir déterminer votre marge, voilà, une marge brute de l'activité, et ensuite pour en venir à un prix de vente, définir le prix de vente de votre produit. Donc le sujet d'aujourd'hui est bien le coût de revient, hein. On va se contenter de s'arrêter à cet aspect-là. L'objectif, clairement, c'est de ne pas vendre à perte et donc de couvrir l'ensemble de ces charges et d'y appliquer toutes les charges qui sont appliquées à votre production et à la production de votre produit et à sa commercialisation. Donc, pour directement montrer un exemple déjà concret, un exemple voilà, sur de la production, par exemple, de yaourt à la ferme, en transformation à la ferme et sur de la vente, par exemple, sur un marché. Dans le coût de revient, on va donc intégrer le coût de production du lait, donc tout le coût de prod lié à la production laitière, l'alimentation, les frais vétaux, les intrants, etc., tout ce qui est lié à ça. On y ajoute également donc tous les coûts liés à la transformation du yaourt, donc dans le cas présent, les intrants, ingrédients, emballages, des achats externes, mais également toutes les consommations qui vont être affectables à l'activité, eau, électricité, les charges annexes du type attirant, assurance, maintenance du matériel, voilà, les analyses évidemment, tout ce qui est amortissement de matériel et ou de laboratoire. Et enfin, le coût de commercialisation. Donc là, pour l'exemple du marché, il faut bien y intégrer du coup toutes les charges qui sont liées à cette activité de vente. Donc, ça va du droit de place du marché au transport, donc le carburant, la location d'un véhicule si besoin, l'assurance du véhicule ou autre, mais également toutes les charges annexes autour de la commercialisation, comme votre publicité. Ça peut être des flyers que vous allez éditer, un site internet que vous allez porter, etc. Donc, toutes ces charges-là doivent être évidemment intégrées. L'amortissement également du matériel. Et le point vraiment clé également dans la composition de votre coût de revient, c'est le temps que vous passez pour toutes ces activités. Votre rémunération et donc le temps passé par activité. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours assez intéressant de le scinder par activité pour pouvoir voilà, facilement pouvoir identifier le temps passé en transpo au labo, mais également le temps passé à la vente, que ce soit en amont, lors de la vente également, mais aussi en aval de la vente, la gestion de caisse pour ce qui est par exemple de la vente sur les marchés ou de la facturation en fonction. À toutes ces activités, évidemment, on n'oublie pas les autres charges qu'on va pouvoir lisser sur l'ensemble des activités, que ce soit les annuités évidemment, les formations aussi, lorsque vous faites des formations spécifiques à la vente, à votre transformation ou même à la production. Ce sont des charges qui sont à induire dans votre coût de revient par rapport au produit. Donc du coup, le petit caout est de retour avec, il y avait voilà 2 autres questions sur lesquelles vous pouviez répondre. Donc il est encore possible de le reflasher. Il va vous redemander si voilà, c'est bien, c'est toujours vous, donc vous remettez pas votre pseudo, vous pouvez poursuivre le questionnaire. Et donc, on vous posait donc comme question la question de l'intégration de votre rémunération et de votre temps passé au sein de votre prix de vente, dans votre prix de vente. Donc, est-ce que vous avez intégré votre rémunération? Voilà, donc ici, sur 5, une seule personne l'avait intégré. Je vous le remets peut-être juste pour ceux qui n'ont pas flashé. Voilà. Donc, sur le second, on a un petit peu plus de personnes qui avaient déjà intégré voilà, leur rémunération, 11 contre 6. Alors également, après, on va aussi parler donc du pourcentage de vos charges de commercialisation et le poids des charges de commercialisation dans votre coût de revient. Donc voilà, petite question sur, selon vous, quelles sont les
le poids de vos charges de commercialisation. Donc, c'est assez disparate, avec quand même la majorité qui les estime entre 20 et 50%. Donc ça, on va y revenir sur l'histoire de la commercialisation. Et donc, dans le second, on a... Donc, un peu plus partagé, en effet, avec des producteurs donc, qui ne savent pas aujourd'hui le poids de leur charge de commercialisation, et toujours un petit peu plus dans la vague 20-50%. On va voir après ce que dit un petit peu les références en circuit court à ce sujet-là. Donc, du coup, le prix de revient, donc comment le calculer? Donc, tout simplement, donc moi, la méthode que j'utilise le plus, donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est bien évidemment votre coût d'achat ou coût de production de votre produit, qui induit donc toutes les charges variables et les charges fixes liées à votre production. Le coût de transformation, évidemment, s'il y en a une. Dans transformation, on ajoute également tout ce qui est abattage des coupes pour les bovins, enfin les animaux, évidemment, pour tout ce qui est produit viande. Et enfin, les coûts de distribution, donc avec toutes les charges attenantes, pour obtenir votre prix de revient. Donc, clairement, le gros sujet pour se lancer donc, dans le calcul de son prix de revient, c'est dans un premier temps d'avoir bien listé toutes ces charges, d'identifier bien toutes les charges qui sont afférentes à toutes ces activités en fonction de votre produit, mais également aussi en fonction de votre circuit de distribution. Votre coût de distribution sera évidemment différent en fonction de l'action et le circuit de vente que vous empruntez, que vous utilisez. À chacune de ces étapes, je le répète, du coup, on n'oublie pas d'intégrer la rémunération de la main-d'œuvre, mais également le temps de travail de l'exploitant. Voilà, votre temps de travail, il est très... Enfin, c'est important, voilà, de le comptabiliser, de savoir déjà... de savoir le comptabiliser et de l'intégrer dans ce prix de vente. C'est souvent du temps que vous ne passeriez pas si vous vendez... Enfin, c'est du temps que vous ne passeriez pas si vous vendez votre produit directement après production, par exemple. Donc, pour ce qui est du temps de transformation et encore plus de distribution, de commercialisation. Alors, pour montrer un petit cas un peu plus pratique et avoir un peu des chiffres à mettre derrière ça, je vous propose une petite simulation de calcul de coût de revient assez rapide. Donc, en partant déjà, donc, je mets coût d'achat, ça va être lié au coût de production, c'est parce que dans le cas là, de l'exemple, on part sur donc une génisse vendue en circuit court, et donc on prend comme coût, comme on n'a pas le coût de production de la génisse, on part sur le coût vendu sur pied, le coût d'animal vendu sur pied. Donc voilà, ce coût peut être, si vous avez votre coût de production, par exemple des 1000 litres de lait, on va intégrer son propre coût de production. Et donc dedans, donc, pour ce qui est du coût d'achat, donc là, dans le cas présent, on était sur des génisses de 409 kg de carcasse, avec un poids de viande commercialisable de 286 kg. Donc, notre ramené donc au kilo de viande commercialisable, le coût d'achat de cette génisse est de 5,90 € du kilo. Donc ça, c'est pour donc, l'aval, l'aspect production. Notre coût de transformation, donc on va y intégrer toutes les charges afférentes à la transformation, sans oublier la rémunération du travail. Donc, dans notre cas, ça va être de la prestation externe, de l'abattage, de la découpe, de l'emballage. Donc, il va aussi y avoir dans ces coûts, évidemment, tous les contenants qui peuvent être liés. Donc là, en l'occurrence, on est sur de la vente de viande en caissette. Donc, le prix des colis, etc., qui peuvent être aussi intégrés. Les charges de transport, emmener l'animal à l'abattoir, revenir rechercher les colis, et le temps qu'on y a passé du coup pour faire cette action de transformation, même si c'est externalisé, il reste du temps voilà, pour emmener les produits, aller les rechercher. Donc on est à 1078 donc pour une génisse, donc je ramène toujours ça, je ramène tout au kilo de viande commercialisée à la fin. Donc on est sur un coût de transformation à 3,77 € du kilo. Et enfin, le coût de distribution, donc là, il s'agit donc de toutes les charges de même afférentes au poste. Toujours la même chose, sans oublier votre rémunération. Et donc, pour un petit peu plus décrire, donc là-dedans, on parle bien, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'amont, depuis la prise de commande jusqu'à la facturation. Donc, on n'oublie pas en fait le temps passé à avoir les clients au téléphone,
répertorier toutes les commandes qu'on a eues dans la semaine pour ensuite faire son carnet de commandes. Donc là, dans le cas présent de l'exemple, en fait, on est sur une livraison à domicile. Donc, ça veut dire que les commandes ont été prises en avance. Ça peut aussi être de la mise à jour de sites de vente pour les gens qui utilisent des sites de vente en ligne, par exemple. Donc, la mise à jour de ses fiches produits, de ses stocks, tout ça doit être intégré également dans son prix de vente. C'est du temps qui est passé pour la commercialisation de ces produits. La préparation au sens pratique des commandes. Lorsqu'on fait des commandes pour… donc, si ce n'est pas l'atelier qui les fait pour nous, eh bien, voilà, préparer les commandes. Des éditions de BL si jamais, bon de livraison, donc si c'est nécessaire en fonction des circuits de vente. Pour ce qui est de la vente, eh ben, il faut comptabiliser tout. Ce n'est pas juste je suis 4 heures sur un marché, c'est j'ai passé 10 minutes à charger mon camion, 10 minutes à décharger mon camion, par exemple, au retour. Donc, le temps de trajet, donc plus évidemment tout ce qui est lié aux frais du transport. Le temps de vente, donc que ce soit de la permanence magasin, du marché. Dans le cas d'une livraison, ça va être tout le temps passé à l'extérieur, hein. Vous êtes peut-être 4 heures sur la route, mais si en plus entre chaque trajet, vous restez 10-15 minutes chez le client, c'est à intégrer, évidemment, tout ce temps-là est à intégrer. Les commissions, donc commission magasin, commission drive, par exemple, ou des droits de place, hein, pour les marchés. Et évidemment, on intègre également l'aval au retour de la livraison. Ça peut être du nettoyage de contenants, de véhicules. Et enfin, la facturation avec voilà, la gestion de la caisse, souvent pour les marchés, aller redéposer les chèques à la banque, etc. Tout ça, c'est à intégrer dans son coût. Donc, c'est bien à identifier en termes de temps passé, bien identifié pour pouvoir l'intégrer. Donc, dans le cas là, de notre simulation sur de la viande, du coup, de la viande bovine, le temps de commercialisation, il est estimé à environ 17 heures, hein, entre la prise de commande, les préparations et la livraison à domicile, hein, donc c'est tout le temps passé en livraison sur la route. Donc, environ 0,89 € du kilo. À ça, on ajoute donc les frais de transport. Donc, on était parti sur du 40 centimes du kilomètre pour un camion frigo. Sûrement à augmenter aussi là avec les charges actuelles qui sont justement en augmentation. Mais une fois qu'on a notre prix de revient kilométrique, c'est aussi bien plus simple pour évaluer ces coûts et voir quelle part aujourd'hui ça prend dans notre coût de revient. Donc 0,56 € du kilo. Et évidemment, les frais annexes, surtout à ne pas oublier, parce que souvent c'est plus important qu'on peut le paraître. Ça va être des petites charges par-ci par-là. Donc là, on a par exemple un site internet, des flyers, de la facturation aussi, parce qu'il y avait du temps et des facturiers aussi qui étaient intégrés, du péage, parce que dans ce cadre-là, on avait du péage aussi qui était à comptabiliser sur la livraison. Donc de l'ordre d'environ 80 € par animaux et par livraison. Donc ça faisait du 28 centimes € du kilo pour ces charges-là. On est donc à un coût de distribution de 1,73 € du kilo. Et donc en refaisant notre petit calcul et en ajoutant donc notre coût d'achat au kilo, notre coût de transformation et notre coût de distribution, on arrivait donc à un coût de revient au kilo de 11,36 € du kilo de viande commercialisée. Donc à ça, on n'ira pas, hein, plus loin aujourd'hui, on va s'arrêter. Oui. Nora, si je peux me permettre, sur la diapo temps de commercialisation, oui. Celle d'avant encore, voilà. Ouais. Comment tu calcules le prix de l'heure ouais. Alors là, l'exploitant en question nous avait demandé qu'on reste au taux horaire SMIC. Mais ensuite, ça clairement, c'est la rémunération de l'exploitant, donc c'est à lui d'intégrer la rémunération qu'il souhaite se fixer. Donc là, on devait être le taux horaire là plus les charges sociales. Oui. D'accord. Et là, c'est du temps d'agriculteur, et sinon, ou sinon du temps salarié, si c'est un salarié qui gère la… Mais souvent, le temps salarié est bien intégré parce que c'est du coup une charge qu'on n'oublie pas généralement d'intégrer dans le calcul de son coût. Souvent, ce qui pose problème, c'est plutôt le temps passé de l'exploitant. D'accord, merci. Et donc, du coup, voilà, une fois qu'on a notre coût de revient, hein, donc ici, l'exploitant choisissait donc une marge commerciale, hein, de 20% pour son produit, plus en rajoutant la TVA, on arrivait donc à 1 kilo de viande en caissette de 14,38 €. Donc voilà ce qui était pratiqué, hein, on atteignait bien tout, mais dans ce cadre-là, l'exploitant rémunérait bien tout son temps.
et évidemment toutes les charges qui étaient liées à son activité de vente directe. J'en profite aussi pour dire que faut pas, ils ont peut-être les micros coupés, mais que les autres collègues n'hésitent pas non plus à intervenir, hein. Il y a d'autres experts, il y a des bons experts autour de la table, donc n'hésitez pas non plus. Je ne sais pas si Marine, tu peux peut-être débloquer les micros, mais... Oui, j'ai déjà débloqué les micros pour certains. Ah, super. Au fur et à mesure. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, sinon levez la main et puis je vous redébloque si jamais vous êtes coincé. Par contre, on a des remarques dans le chat. Il y a une remarque assez intéressante sur justement le fait de considérer son temps de travail en fait dans son prix. On nous dit que pour la plupart des cas, si on intégrait le temps de travail dans les prix, on serait plus compétitif. Et du coup, ça pourrait éventuellement entraîner des pertes de vente. Alors oui, c'est souvent ce qu'on entend en fait, hein, quand on échange. Enfin, moi personnellement, quand j'échange sur le coût de revient ou quand on fait de la formation, c'est souvent ce qui revient. Il n'empêche que cette charge, elle existe, que vous l'intégriez ou pas, enfin, elle est là, quoi. Donc, si vous l'intégrez pas, c'est aussi pour ça que donc là, notre sujet d'aujourd'hui, c'est bien le coût de revient. Mais évidemment qu'un coût de revient, un prix de vente, on ne s'arrête pas juste à ce coût de revient. Et il faut aussi, en effet, le faire aussi par rapport à la demande et au prix que le consommateur est prêt à payer. Il n'empêche que la livraison, par exemple, ça reste un service. Donc, je pense aussi qu'en agricole et en circuit court, on ne valorise pas assez le service rendu en termes de livraison. Voilà, souvent, c'est intégré directement au coût de revient et pas spécialement explicité de cette manière. Donc, en effet, tout est à revoir. Il n'empêche que si vous ne l'intégrez pas, vous rémunérez pas pour cette action de vente. Je ne sais pas si d'autres collègues veulent compléter, hein, n'hésitez pas. Il y a des collègues qui veulent compléter sur le sujet du temps passé, notamment à la vente, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'était ça la question. Mais... Je poursuis du coup, s'il n'y a pas de retour. Donc voilà, quelques exemples un petit peu de coût de revient. Donc c'est assez brut comme ça, mais l'idée c'est de montrer aussi qu'en fonction de votre activité, de la production que vous allez faire et de la manière dont vous allez transformer et commercialiser, en fait, on va avoir des ventilations vraiment totalement différentes. Et moi, souvent, je l'entends quand quelqu'un reprend une exploitation, il va me dire bah oui, je gardais les mêmes tarifs. Mais attention, vous ne produisez pas de la même manière, hein. Même déjà en amont, vous n'allez pas produire de la même manière. Souvent, la transformation peut-être pas différer, mais la commercialisation va parfois différer. Donc, évidemment que votre coût de revient doit être bien recalculé et doit être calculé aussi en fonction de tous les changements qu'il peut y avoir en termes de production, de transfo et de commercialisation sur votre activité. Donc là, sur un autre exemple donc de production donc là de yaourt par exemple, là la question était plutôt de vous montrer justement en fait, on en revient à cette histoire de temps de travail, le poids en fait de cette charge de main d'œuvre, mais du coup pour moi du coup il n'est surtout pas à éviter ou à ne pas intégrer quoi. Parce que l'objectif quand même à la fin c'est que vous vous rémunériez. C'est aussi, si aujourd'hui vous êtes en circuit court, c'est aussi pouvoir marger sur vos produits. Donc voilà, là dans notre cas, on était sur la production d'un yaourt. 48% c'était de la charge de main-d'œuvre, hein, que ce soit pour la transformation ou la commercialisation, donc tout le temps passé à la transfo et à la vente. Et donc, il y avait des dernières petites questions sur le caout, hein, donc plutôt liées justement à la commercialisation. Donc, vous pouvez retourner dessus pour faire les dernières. C'était surtout celle-ci. Donc, voilà, selon vos circuits, votre coût de revient sera-t-il identique?
Et voilà, le temps de commercialisation n'est pas intégré dans le coût de revient. Donc, voilà, là, en fait, je vous avais mis cette question parce que c'est souvent ce que j'entends en formation où on me dit, en fait, c'est pas moi qui fais le marché. Donc, du coup, j'intègre pas le temps passé, par exemple, sur le marché parce que ça va être de l'aide familiale, entre autres, hein, ou enfin, voilà, de l'entraide ou quelque chose comme ça. Il n'empêche qu'il va bien falloir quand même penser à l'intégrer. Parce que si demain, il faut remplacer cette personne, il faut prendre un salarié, il faut pouvoir intégrer ce coût-là dans votre calcul. Donc, ça va, tout le monde était OK sur le fait qu'il fallait bien intégrer dans tous les cas voilà, son coût de revient, le temps passé, peu importe, à son coût de revient. Du coup, hein, comme je le disais, hein, l'impact du circuit de distribution sur le coût du produit va pas être le même selon vos circuits. Et penser du coup à bien intégrer donc tous les coûts, que ce soit des commissions demandées par les intermédiaires, et à mettre également en place en fait une stratégie qui va être adaptée à votre circuit, hein. Donc, en parlant du coup circuit de commercialisation, je suis obligée de mentionner en fait c'est le poids notamment des charges logistiques dans le coût de revient. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple donc, sur des caissettes de viande bovine en livraison à domicile. La répartition en fait, des charges donc, qui ont été faites via un outil, je vous en parlerai à la fin pour que vous puissiez aussi, vous, le tester et l'utiliser. Avec près de 40% des charges qui sont réparties sur le coût d'utilisation du véhicule, hein, 23% sur le temps de conduite, 17% sur le temps, mais lié au chargement, déchargement et remise des marchandises, et 20% les autres activités logistiques. Donc derrière ça, on a le temps de prise de commande, enfin ce que je vous expliquais au début, hein, sur tout ce qui est l'amont, etc. Donc de pouvoir visualiser ça aussi, ça permet de se dire, voilà, est-ce que j'ai une marge de manœuvre sur certaines actions et certaines charges, certains temps passés, et du coup, sur quoi voilà, j'ai des leviers d'action pour baisser ces charges et donc baisser mon coût de revient, ce qui est la clé. Et donc évidemment, hein, on est aussi très conscient qu'aujourd'hui, le contexte Clotilde, tu le redisais bien au début, le contexte aujourd'hui avec l'augmentation des différentes charges, hein, que ce soit vos coûts de prestations, les coûts de prestations ont fortement augmenté selon les types d'activités. Évidemment, ça tout le monde le voit, hein, le coût du carburant qui a pareil fortement augmenté, mais aussi d'autres matériels qui sont là aujourd'hui, c'est assez compliqué en termes notamment le verre, hein. Enfin, n'hésitez pas dans le chat aussi à partager si vous avez d'autres exemples, mais qui a pris 20 à 30% en fonction aujourd'hui des secteurs et des types de produits. Donc, ça veut aussi peut-être dire revoir sa manière de produire, que ce soit en termes de produits transformés, par exemple, hein, dans le cas du verre, ou alors de conditionnement utilisé. Voilà, le sujet, il est aussi clairement là-dessus, sur comment améliorer et ne pas augmenter au maximum son coût de revient. Donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais évidemment, hein, en parlant de coût de revient, on arrive vite après au prix de vente. Et il est nécessaire, hein, d'avoir un prix qui soit aussi en cohérence. Et ce que, du coup, la personne, hein, qui répondait sur le chat, je suis 100% d'accord, hein, avec le commentaire, hein, qui est de se dire que voilà, le prix de vente va avoir un effet économique, hein, ça va pouvoir être un frein à l'achat, mais également psychologique. Ça va être voilà, ce qui est écrit, hein, ce qui est l'image de votre produit. Donc le produit doit vraiment être en cohérence avec les attentes du consommateur, hein, que ce soit en termes de prix ou de qualité, que ce soit aussi en termes voilà, de services rendus, hein, en termes de conditionnement, de services de livraison ou autre. Le prix donc, doit permettre évidemment de couvrir vos charges, hein, et d'assurer du coup à l'entreprise une marge de rentabilité. Et enfin, le prix doit permettre de vous positionner par rapport à vos concurrents, positionner sur le marché. Donc c'est bien voilà, ces 3 composantes qui seront importantes dans la conception de votre prix.
Le coût de revient, du coup, un outil d'aide à la décision qui va, quel intérêt pour vous aujourd'hui de le calculer? Ça va permettre en fait de faire aussi des choix en termes de pilotage de votre activité en circuit court, que ce soit de recentrer votre activité sur des produits qui vont dégager plus de marge brute, de diminuer ou de supprimer certaines charges, d'augmenter votre prix de vente. En augmentant votre prix de vente, du coup, vous allez aussi améliorer votre marge. Sur ce qui est plutôt les aspects logistiques, notamment liés à la vente, ça peut être de définir un minimum de commandes. Ça peut être de facturer ses frais de livraison, sa livraison. Il y a des producteurs qui aujourd'hui n'intègrent pas leur livraison dans leur coût de revient, mais c'est un prix, c'est une facturation annexe en fonction de la distance, des volumes produits, etc. De choisir des conditionnements adaptés. Donc, on en revient aussi à cette difficulté aujourd'hui d'approvisionnement de certains matériaux comme le verre ou autre, d'utiliser la consigne. Alors, on a fait un webinaire sur la réduction des emballages. On sait que ce n'est pas simple du tout comme action. En diminuant peut-être les conditionnements, comme en faisant de la consigne, voilà, ça nous oblige à générer d'autres charges, comme le lavage des contenants, une gestion qui est aussi plus longue à gérer. Ça peut être d'optimiser évidemment ces circuits de vente. Alors, il peut y avoir de la mutualisation, mais ça peut aussi être se réorganiser en simplifiant certaines tournées ou en retirant certains circuits, supprimer ou diversifier, que ce soit des produits ou des circuits de vente évidemment. Et gagner du temps également en disposant de fichiers clients, d'outils de commande, de facturation, d'encaissement. Pour gagner du temps à ça, souvent vous passez énormément de temps à la prise de vos commandes. Voilà, les gens vous appellent, vous laissent un texto, vous mettent un mail, donc vous faites aussi les commandes via Facebook, donc vous avez une multitude d'outils pour réceptionner toutes vos commandes. Donc ça nécessite derrière un gros travail de compilation, voilà, pour refaire le tour, etc. Donc dans le cas où on a de la commande en amont et pas de site de gestion de commandes. Et enfin, pour terminer aussi, c'est adapter voilà, son véhicule en termes de taux de remplissage, par exemple. Pas prendre un véhicule, voilà, si l'exploitation dispose de plusieurs véhicules, on prend un véhicule qui est adapté aussi à la livraison qu'on est en train de faire, même si ça nécessite un petit peu de manutention peut-être de décharger un véhicule pour en recharger un autre. Voilà, aujourd'hui, voilà, le coût de nos charges de transport, ça reste indispensable aussi d'aller à l'économie souvent là-dessus. Du coup, s'il y a d'autres gestions, si vous, en tant que producteur, voilà, vous voyez d'autres choses, vous avez adapté différemment votre activité, etc., n'hésitez pas à partager dans le chat. Je ne sais pas si Marine, s'il y a des... Alors, pour les différents modes de diminution de charge, on va dire, on nous parle un peu du vrac, en disant que c'est quelque chose d'assez limité, du moins en Moselle, là, c'est quelque chose qui ne se développe pas très bien. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres départements ou si d'autres ont essayé le vrac et l'ont adopté de façon définitive. On nous parle aussi de modification du type de conditionnement, de passage de poche papier plutôt que du sous-vide, qui finalement coûte peut-être un peu plus cher. Voilà. Après, on avait des remarques sur la modification du prix de vente. À quelle fréquence est-ce que ça peut être bien de recalculer ces prix de vente? Est-ce que ça vaut le coup de changer ces prix de vente au risque de les augmenter? Est-ce qu'on augmente progressivement ou est-ce qu'on fait une grosse augmentation tout de suite? Voilà, qu'est-ce qui est le plus acceptable pour la clientèle et qui nous permet à nous de nous en sortir derrière, quoi. Voilà les questions. Ok. Alors du coup, pour plutôt l'aspect prix de vente, clairement, au moins une augmentation par an, c'est au moins le minimum à pouvoir appliquer, parce que de toute façon, les charges, elles fluctuent énormément. Et donc, il faut pouvoir revoir son prix de vente au moins une fois par an. Je ne sais pas, les collègues, ce que vous préconisez, vous, de votre côté, ce qui vous semble être le plus adapté. Moi, généralement, voilà, je pars sur déjà au moins une augmentation, une modification. Pardon? Un recalcul du prix de vente. Oui. Ce n'est pas nécessairement une augmentation. Non, oui, une modification de son prix, réajuster son prix, quoi. Au moins, voilà, une à deux fois. Il y a des exploitants par chez nous qui le font 2 fois
2 fois par an, qui interviennent qui refont le calcul à peu près 2 fois par an. Et la deuxième partie de la question, oui, ouais, si c'était alors, évidemment, dans l'idéal, on y va doucement, on fait des petites augmentations ou des petites variations de tarifs, parce que de toute façon, en effet, là, on va clairement avoir un gros impact au niveau de la clientèle dans le cas de fortes augmentations. Mais il peut arriver certains cas où en fait, il est nécessaire de augmenter parce que dès le début, on est parti vraiment trop bas et donc ça nécessite une forte augmentation. Donc, dans ces cas-là, moi, je pousse à plutôt faire de la pédagogie auprès du consommateur et expliquer pour quelles raisons voilà, le produit il prend une forte augmentation à ce moment-là. Ça peut être aussi des aspects climatiques à un moment, voilà, des aléas climatiques qui font que du coup, vous avez des charges qui vont fortement augmenter sur une période et donc vous devez compenser aussi cette perte et vous n'allez pas pouvoir vous tout supporter. Donc dans l'idéal, évidemment, des petites augmentations. Je parle toujours d'augmentation parce que ça pose moins de soucis, évidemment, une diminution de vos tarifs. Mais voilà, un prix, il vit, hein, donc il faut le faire évoluer. Et c'est pareil, moi je prône un prix, ça ne doit pas être un prix rond. Voilà, des produits à 2 €, 3 €, 4 €. Déjà, c'est beaucoup plus compliqué à faire évoluer parce que le consommateur retient ce type de tarif. Ça reste bien. Alors, c'est souvent plus chiant pour gérer la monnaie, etc., sur, par exemple, les marchés ou même la vente à la ferme. Mais ça reste quand même très important de pouvoir le faire. Enfin, du coup, là, on va jusqu'au prix de vente, mais voilà, ça me semble... Je ne sais pas s'il y a d'autres marques. Nora, tu présentes aussi le coût de revient comme un outil de pilotage un outil avec 10 aides à la décision et augmenter le prix de vente, c'est juste un élément qui permet de... Voilà, il y a aussi tous les 9, enfin il y en a au moins 9 que tu as cités là. Oui, il y en a sûrement d'autres d'ailleurs. Une solution pour réadapter, c'est augmenter le prix de vente, mais c'est pas la seule solution aussi. Il y a peut-être, alors c'est des solutions, on va dire positives et progressives, de dire on augmente le prix de vente, voilà. Mais il faut peut-être, dans le contexte très compliqué qu'on a actuellement, il faut peut-être aussi, serrer les vannes, produire moins. Malheureusement, c'est pas un discours très positif que je porte là, mais si c'est la solution pour ne pas perdre d'argent, il faut se servir du coût de revient comme un outil de pilotage et prendre les bonnes décisions. Si l'électricité a fortement augmenté, c'est peut-être là qu'il faut regarder quels sont les produits très énergivores. C'est souvent le cas en transformation, hein, entre l'énergie pour transformer et l'énergie pour stocker au froid. Et est-ce qu'il faut toujours produire autant? C'est peut-être une question qu'il faut se poser sur certains produits. Est-ce que Nora, tu as réussi à recalculer des coûts de revient en fonction de certaines augmentations? Par exemple, là, tu as un coût tu prends l'exemple de quelqu'un qui achète en prestation de service de l'abattage et de la découpe de viande bovine, mais sur un produit qui est plus transformé à la ferme, comme du yaourt, etc. Est-ce que tu as réussi à mesurer l'impact de l'augmentation des contenants et de l'électricité, par exemple? Non, ça, je ne l'ai pas fait. J'ai pas assez de références là. Donc, j'avais personne sous le coude pour refaire des calculs. Peut-être qu'autour du webinaire, il y a des personnes concernées et qui ont peut-être approché ces charges-là. Personne ne s'exprimera par le chat. Il y a une personne dans le... Alors, en maraîchage, j'ai arrêté certains produits qui me coûtaient trop cher à la vente. Alors, c'était au niveau de c'était la vente qui coûtait trop cher, c'était les coûts de commercialisation qui coûtaient trop cher, ou c'était Peut-être ouvrir son micro sinon, comme ça. Une personne qui s'appelle France. Oui, je vais ouvrir le micro. C'est bon, Marine, c'est ouvert? Le micro est autorisé, il faut juste le réactiver du coup.
C'est en haut, cliquez sur l'onglet microphone là. Oui, ça y est, c'est fait, non? Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, j'ai fait le calcul sur le produit et avec la sécheresse. Donc, c'était pas rentable parce que vu ce qu'il fallait que je mette en eau pour pouvoir arriver, je m'en sortais pas. Donc, du coup, j'ai arrêté dû à l'eau. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté ces produits. Il y a certains produits que j'ai arrêtés parce que ça demande beaucoup d'eau, de temps et je ne pouvais pas suivre. Donc, du coup, j'ai arrêté certains produits. Je me focalise sur plus tomates, poivrons, aubergines, voilà. Et certains comme les haricots, quand c'est des trop temps de sécheresse, il y a besoin d'eau et il y a des moments où ce n'est pas possible. Voilà. C'était plutôt des coûts de production qui faisaient que votre produit était ouais. Si je trop cher rajoutais, à la vente. si je rajoutais l'eau, enfin tout ce que j'utilisais en eau dessus, c'était pas possible. D'accord. Donc, il y avait une question là dans le chat pour savoir quel coût on pouvait diminuer ou supprimer ou comment on pouvait diminuer ou supprimer certaines charges. Ça, c'est une solution pour supprimer certaines charges. Dans la diminution de charges, on avait aussi dans le chat une remarque aussi qui disait qu'il y avait groupé en fait 2 ventes de bovins au lieu d'une seule. Donc, ça faisait une grosse vente tous les 2 mois au lieu d'une tous les mois. Donc, ça permet effectivement de grouper sur deux carcasses les frais qu'on aurait mis sur une, quoi. Sur tout ce qui est stockage au froid, livraison, etc. Donc, c'est encore un moyen qui nous permet de diminuer un peu et de supprimer certaines charges, quoi. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions plutôt liées à ça. Vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Avant de laisser du coup la parole à nos 2 agricultrices, je vous ai mis juste une petite diapo concernant des outils qui peuvent quand même vous aider. Bon, il y en a qui sont un peu annexes, on va dire, mais je voulais quand même en parler. Le premier, c'est Logicoût, donc il y a un outil pour calculer le coût de ses livraisons en circuit court. Clairement, j'invite tout le monde à l'utiliser. Donc, c'est un outil accès libre, gratuit. Vous pouvez créer un compte ou non. Et en fait, ça vous permet de faire des simulations de coûts de livraison en circuit court, donc en indiquant les caractéristiques de votre véhicule, de votre circuit de livraison. Et donc, ça vous génère un coût de livraison. Donc, pour les personnes notamment qui ne savaient pas aujourd'hui à peu près quel était le poids de leur charge logistique, enfin leur charge de commercialisation dans leur chiffre d'affaires, là, voilà, ça permet en vraiment quelques clics de l'approcher et surtout de comparer plusieurs circuits. Donc, moi, je sais que ça a permis quand même à certains agriculteurs de revoir des circuits de livraison en se disant, non, en fait, il va falloir plutôt que je modifie ce jour de livraison, que je le fasse plutôt dans ce sens-là, parce que du coup, ça permet de faire plusieurs hypothèses, cartographies en fait de livraison, et c'est assez intéressant. Évidemment, ça peut aussi être utilisé pour des systèmes de livraison moins complexes que plusieurs points de livraison, que ce soit juste un marché ou même un système de vente en ligne. Vous intégrez juste un seul point, toutes vos charges. Voilà, donc c'est vraiment, je vous encourage à aller le tester. C'est une composante du coût de revient, évidemment, ça va permettre d'approcher juste cet aspect commercialisation, mais c'est quand même très important et je pense que pour pouvoir le valoriser sur vos circuits et voilà, vous dire est-ce que je dois poursuivre tel ou tel circuit. Donc aujourd'hui, ce qu'on entend, voilà, c'est ça, c'est les charges logistiques, on est entre 20 et 30% en circuit court. Alors il y a peu de références, mais il y en a un petit peu qui commencent à sortir, notamment aussi grâce à cet outil. Mais on a à peu près entre 20 et 30% de charges logistiques par rapport au chiffre d'affaires généré en circuit court. Donc voilà, la question aussi à se poser lorsqu'on va dans un circuit où on dépasse les 40-50%, à se dire, bon, voilà, comme le disait Clotilde, parfois il faut aussi savoir que ce soit pour un produit, mais aussi pour un circuit, se dire, voilà, je dois arrêter peut-être ce circuit si vraiment ça génère trop de frais et de charges, du coup, là, en l'occurrence, logistique. Également, pareil, juste des outils pour vous montrer que ça existe. Alors, je sais que dans notre département, chez nous, ce n'est pas du tout développé. Je ne me rends pas trop compte dans le reste du Grand Est, mais
Il peut exister aussi des solutions de co-livraison de produits, type La Charrette ou Coquelicot. Enfin, il y a encore d'autres sites de ce type-là. En fait, c'est des services qui permettent entre producteurs ou de travailler via des transporteurs de faire de la co-livraison de produits. Donc, ça peut aussi être une solution. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui le font en interne dans leur circuit. Vous allez livrer un magasin, vous prenez évidemment les produits du voisin, etc. pour voilà, simplifier la livraison et puis mutualiser. Donc, je sais que la mutualisation, elle se fait déjà à l'échelle de l'exploitation et des groupes d'agriculteurs dans lesquels vous pouvez vous trouver, mais ça peut aussi être des solutions pour encore plus optimiser un petit peu ces circuits. Et le dernier, c'est pareil, c'est encore un peu plus annexe peut-être de tout ça, mais je le cite quand même parce qu'il a le mérite d'exister. C'est vrai que post-Covid, on a eu quand même ça a fleuri un petit peu de partout, toutes ces plateformes de vente en ligne pour commercialiser les produits. Et donc, le RMT Alimentation Locale a développé en fait un outil d'aide à la décision sur toutes ces plateformes. Donc, ça recense en fait une grande quantité de plateformes de vente en ligne avec du coup les avantages et inconvénients et surtout quelles sont les conditions pour les intégrer et les taux de commission. C'est souvent les droits d'entrée, les taux de commission. Donc, ça permet d'avoir dans un seul outil quand même beaucoup de réponses quand voilà, vous pouvez être vous-même sollicité. Je sais que vous êtes souvent sollicité sur de nouvelles plateformes de vente ou autres. Donc, voilà, vous le retrouvez l'adresse qui est indiquée là sur la diapo. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sachant qu'après, on va refaire, je pense, une série de toute façon de questions-réponses après l'intervention des deux agricultrices. Marine, il y a... Alors, c'est surtout des remarques sur une demande là pour s'il y a d'autres personnes qui sont meunières et si quelqu'un pourrait prendre la parole pour expliquer comment elles ont trouvé des solutions par rapport aux coûts, s'il y a des astuces qui permettent de diminuer un peu les coûts quand on est meunier. D'accord. On va faire, je propose que du coup, on fasse peut-être les deux témoignages, comme ça. Oui, alors Florine, si tu veux déjà réactiver ton micro, c'est possible. Oui, c'est bon. C'est bon? On t'écoute. Alors, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Florine, je suis installée sur l'exploitation familiale depuis 3 ans, donc je suis toute jeune installée et avec toutes les questions qu'une installation amène. J'ai suivi cette formation l'année dernière qui m'a fait presque devenir chauve parce que ça a amené beaucoup de questions et ça a remis en question du coup les prix, la méthode de calcul des prix qui était pratiquée depuis longtemps sur la ferme. Et en fait, on avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas forcément pris en compte, notamment notre temps de travail. Voilà. Et puis, je le disais dans la conversation écrite, il y a certains produits qu'on fabriquait en direct à la ferme. Donc, on est producteur d'asperges, de fraises. On élève des moutons pour leur viande et on produit des céréales aussi, des pommes de terre, de l'ail et des oignons. Donc, beaucoup d'ateliers, 3 ateliers principaux. Et mes parents ont lancé la vente directe il y a 30 ans. Donc, la vente directe existe depuis toujours, mais elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et donc, il a fallu intégrer un peu tous ces changements. J'apporte juste mon témoignage aujourd'hui à la demande de Clotilde, mais j'ai absolument pas la science infuse et voilà. On a mis des choses en place qui sont... Enfin, j'apporte pas une vérité absolue, mais voilà, c'est juste un témoignage. Donc du coup, par rapport à la transformation de fruits notamment, la transformation des fraises, depuis le démarrage de l'exploitation, ma maman transformait les fraises à la ferme en partie, notamment pour 2 produits qui sont le sirop et la confiture de fraises. C'était des transformations qui étaient énergivores, qui prenaient beaucoup de temps de travail, pour des rendements qui n'étaient pas élevés parce qu'on n'a pas une grosse installation matérielle. Finalement, depuis 2 ans, on travaille avec une prestataire de service qui est basée à Metz, qui s'appelle la Conserverie locale pour les Mosellans ou les Meurthe et Mosellans, qui fait de la prestation de service. La première réaction de mes parents, ça a été de dire que le coût de prestation était un peu élevé, etc. Et finalement, en faisant le calcul du temps de travail, on gagnait 1 mois de travail sur l'exploitation. Donc c'est énorme. C'est énorme et on ne se rendait pas compte du temps qu'on y passait finalement parce que c'était 1 mois étalé sur 12 mois.
Donc, de se pencher vraiment sur les coûts de prestation, parce qu'on avait l'idée reçue que ça allait coûter trop cher, finalement, ça a été, je pense, dans ce cas-là, salvateur. Après, je pense qu'on va arrêter un produit ça a été un essai, c'est les fraises séchées. Ça a été un essai, ça fonctionne pas parce que le coût de revient est très élevé du fait de la prestation, justement, et puis ça répond pas à une demande existante, donc voilà, on va l'arrêter. Que dire d'autre? Clotilde, aide-moi. Excuse-moi, j'avais fermé mon micro. Est-ce que tu as recalculé des... Oui. Est-ce que tu as refait des livraisons différentes? Comment tu fais au niveau de tes livraisons, par exemple? Par rapport à la commercialisation, donc pour les livraisons qui sont dans le secteur, on a la chance d'avoir un secteur où il y a un pouvoir d'achat peut-être plus élevé que dans d'autres régions. Il faut le dire qu'on a un microclimat économique vu qu'on est à la frontière du Luxembourg et de l'Allemagne et à côté d'une centrale nucléaire. Donc on a ça qui va en notre faveur. On a un secteur assez dynamique avec un magasin de producteurs et un drive fermier juste à côté de la ferme. Donc les frais de livraison ne sont pas si élevés que ça. Par contre, quand on va livrer à Metz, le temps de travail et les frais de livraison sont plus élevés, donc on essaie de mutualiser ça avec d'autres producteurs. Pardon. On mutualise ça avec d'autres producteurs. Le tabou par rapport au calcul du coût de revient, il va aussi un peu tomber chez nous parce qu'on en parle plus facilement entre producteurs. Il y a des producteurs qui ont décidé de mettre un forfait de 5 €, peu importe la livraison. Il y a des producteurs qui demandent à avoir un minimum de commandes pour les livraisons. Minimum qui n'est pas super élevé, mais avoir un minimum de commandes, parce qu'il y a certaines petites épiceries, par exemple, qui font des toutes petites commandes et qui ont des besoins d'être livrées régulièrement, bah, ça ne fonctionne pas. On a augmenté nos prix l'année dernière, on va les réaugmenter là maintenant parce qu'on suit aussi le cours de l'inflation, même si on a augmenté le prix des asperges par rapport à l'année dernière de manière assez importante. Et en allant livrer dans les magasins de producteurs à gauche à droite, j'étais très mal à l'aise d'annoncer le prix. Et finalement, en faisant un peu un recensement des différents prix qui se pratiquaient sur les marchés de Strasbourg, Rungis, à Métro, etc., en me renseignant à gauche à droite, je me rends compte qu'on a des prix qui ne sont pas déconnants. Donc parfois, en augmentant nos prix, on se sent coupable, mais finalement dans le contexte, il ne faut pas l'être et tout le monde augmente ses prix, donc c'est pas anormal. Enfin, moi, j'avais un peu cette pression-là. Que dire d'autre? Et du coup, ta clientèle, elle l'a ressenti comment, l'augmentation de tarifs pour tes clients, du moins en vente directe? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Est-ce que tu as eu des remarques sur le fait que ça avait été augmenté? Ou est-ce qu'ils ont tout simplement compris que tu puisses aussi, toi, avoir des frais derrière La majeure partie comprennent, et puis je pense que si certains grincent un peu des dents, malgré tout, parce que ça fait quand même une augmentation dans leur budget, au lieu de prendre 2 bottes d'asperges, ils vont en prendre qu'une, donc voilà, tout le monde grince un peu des dents, parce que mais nous les premiers, parce que c'est désagréable de ne pas satisfaire complètement ses clients et de ne pas être accueilli à bras ouverts quelque part, mais voilà, donc peut-être une consommation un peu moins importante. Pas de remarques frontales. Je m'y attendais un peu, finalement, non. Non, globalement, tout le monde le comprend. Voilà, que dire d'autre? Sur tes charges de commercialisation, est-ce que tu nous as dit que tu as suivi la formation qui est mise en place par Enora. Oui. Donc une formation de 2 jours. Est-ce que ça t'a permis de prendre d'autres décisions, notamment sur tes charges de commercialisation, la dégustation, Oui. L'année dernière, Enora avait soulevé le fait que la dégustation et les petites choses qu'on offre aux clients, il faut les prendre en compte. Donc vraiment, la moindre action qu'on fait a un impact sur le coût de revient.
C'est vrai qu'on a tendance à toujours offrir des petites choses. Si un client prend beaucoup de choses, on va lui offrir quelque chose, etc. Maintenant, dans le contexte actuel, je le fais avec un peu plus de parcimonie, je dirais. Ça fait partie de l'ADN de la maison, mais d'être proche de ses clients et tout ça, mais je le fais différemment. Je me le note aussi quand je vais faire un marché à l'extérieur ou quoi, ou quand je fais de la vente, je me note que j'ai offert ça, ça, ça et ça. Et au début, je me rends compte que j'allais offrir un truc à telle personne parce que je la connaissais, un truc à telle personne, mais en fait, je prenais pas en compte tout ce que j'offrais. Donc maintenant, je fais un peu plus attention à la dégustation, aussi au volume que je passe. C'est bête, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc sur les cadeaux, si je comprends bien, tu offres un cadeau en fonction d'un panier consommateur, quoi. Tu te Oui, fixes voilà. un peu des seuils. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors qu'avant, tu le faisais plutôt avec ton bon cœur. Je le connais, donc il m'achète 2 € et je lui donne 3 €. C'était un peu ça. Ouais. Presque. Non, t'exagères. Non, J'exagère, oui, j'exagère. non, mais oui, maintenant, ce qu'on offre, c'est plus par rapport à un panier. Du coup, Florine, je complète un peu par rapport à ce que tu dis. Du coup, je trouve ça chouette qu'en effet, du coup, ça t'a permis de visualiser surtout en fait ce que tu laisses plutôt financièrement, on va dire, quand tu fais ce type d'action. On est d'accord que l'idée, c'est pas du tout de dire arrêtez tout de suite vos actions promotionnelles ou ce que vous donnez aux clients, évidemment. Par contre, c'est parce que c'est aussi un retour que moi j'ai souvent quand j'accompagne les agriculteurs, c'est jamais valorisé en fait. C'est par exemple ramener à l'euro d'en dessous, remettre un produit et en fait parfois, même en tant que consommateur, on visualise pas qu'il y a eu un don, enfin il y a eu un cadeau entre guillemets ou du moins une restitution de la part du producteur. Et du coup, c'est même pas valorisé pour le client. Donc même lui, en fait, il se rend pas toujours compte en fait de l'acte du producteur, voilà, qui lui fait un petit geste sur le tarif ou sur les produits en plus. Donc du coup, c'est pour ça, c'est aussi ça en fait. Je pense l'effet qui est intéressant, c'est de se dire en le notant, je constate en fait tout ce que je peux donner. Mais c'est évident que les actions commerciales, c'est indispensable et il faut les maintenir carrément, quoi. Mais par contre, savoir le montrer et montrer que voilà, on offre, il y a une restitution, il y a une réduction en fonction des actions commerciales que vous mettez en place, quoi. Oui, c'est vrai. Mais vraiment de noter, c'est quelque chose que je faisais pas avant et maintenant je le fais et ça me permet de me rendre compte. Et c'est comme monter sur sa balance quand on se dit mais non, c'est pas possible. Et en fait, si. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, par rapport au sous-vide, il y avait une remarque par rapport au sous-vide que je trouve intéressante. Le sous-vide, c'est devenu la norme quand on fait des colis de viande. Et en fait, chez nous, on ne l'a jamais fait. On a toujours fait des colis qui étaient servis très très rapidement. Et on a un petit peu de demande des clients qui demandent si on le fait. Donc jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Et je pense qu'à partir de maintenant, on va le faire en demandant un coût supplémentaire aux clients parce que ça prend du temps, ça coûte quelque chose. Et la majeure partie des gens, en fait, ne sont pas gênés qu'il n'y ait pas de sous-vide de mon côté. C'est le ressenti que j'ai. Donc, voilà. Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Clotilde, si tu veux encore quelque chose... Peut-être une question un peu piège. Sur les productions que tu fais, fraises, asperges, tes coûts de production, tu arrives à les calculer ou comment tu fais? Alors, Sachant que c'est multiples productions végétales, donc comment on répartit le tracteur, comment on répartit, voilà. Est-ce que tu as une approche assez fine ou est-ce que c'est plus compliqué pour toi? alors Sachant que c'est pas des produits que tu vends en filière longue à côté. Voilà, c'est ça. Pour ma part, j'estime être encore dans une période où j'appréhende toutes les choses de notre exploitation. Mes parents ont établi un coût, par exemple, quand on fait de la transformation de fraises,
dans le calcul du prix de vente, il y a le prix au kilo hors taxe de fraises. Et ma mère, elle fait deux options. Une option avec un prix minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre d'après leur calcul. Un prix qui serait pas trop mal, ou un prix où on valoriserait un petit peu mieux notre kilo de fraises. Et on choisit, on essaye de voir par rapport au coût final comment on se place sur le marché et à quel tarif on veut vendre notre produit transformé. Et de là, on définit le prix de vente. Donc, mes parents avaient fait déjà des calculs de coût de revient des productions maraîchères, entre guillemets. Je pense pour ma part qu'il faut un peu tout reprendre, mais c'est un travail titanesque, donc ça va attendre l'automne prochain. Mais voilà, effectivement, c'est Marine, pardon. Enora le disait, les prix c'est vivant et ça évolue chaque année en fonction de plein de facteurs. Alors, il y a une question, quelle est la marge de vente moyenne pratiquée en vente directe? Est-ce que c'est une question pour Florine? Est-ce que Florine, tu as une idée? Oh, c'est une question pour Enora, ça. Ton exploitation, est-ce que tu as une idée de ce que tu pratiques? C'est super variable. C'est super variable selon les produits transformés, frais. S'il y a d'autres personnes qui veulent répondre de manière fine, du coup, je vais un peu prendre la main. Alors, je suis d'accord avec toi, Florine. Du coup, c'est vrai que c'est très, très variable. Généralement, on voit souvent des marges de 20% en marge commerciale, j'entends bien, hein. Une fois le coût de revient appliqué, souvent, on voit des marges de 20, 30% en fonction des produits, et parfois beaucoup moins. Mais en fait, l'idée d'intégrer de sa marge, c'est de pouvoir faire face à toute tous les imprévus, hein, ça peut être de la perte ou autre. Donc, en fonction des productions, ça va être plus ou moins élevé. Voilà, du maraîchage, on ne va pas avoir le même taux de marge, par exemple, que sur d'autres produits. Mais je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà un petit peu calculé leur coût de revient, vu qu'a priori, vous étiez quand même assez nombreux à avoir déjà un peu fait cette approche. Si dans le chat, hein, vous pouvez aussi du coup répondre à Adrien en termes de marge pratiquée. Moi, je reste quand même sur quelques cas avec lesquels j'ai pu travailler ou alors de la littérature. Donc, souvent, ça peut être plus intéressant d'avoir des retours. Ou les collègues aussi. Hein. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de repréciser à quoi sert la marge. Pardon, du coup, j'avais pas mon micro d'ouvert. Alors, du coup, il y a eu un peu des retours. On est aux alentours de 15% pour Sandy. En viande, le problème, c'est de s'ajuster avec la vente ordinaire et pas directe, sauf si on calcule le temps de travail. Ah oui, donc Sandy qui dit qu'elle est autour de 15% sans le temps de travail, en fait. Je suis en volaille et à partir de l'année prochaine également en bovin pour Adrien, d'accord. Du coup, pour notre marge, donc voilà, moi je pars souvent sur cette idée plutôt de près 20%, évidemment. L'objectif de la marge, c'est de couvrir ce que je disais un peu en fait, les risques, les imprévus ou autres, et de rémunérer aussi votre trésorerie et le capital, hein, évidemment. Si le temps de travail n'est pas intégré, il faut l'intégrer là, mais pour moi, le temps de travail est intégré évidemment dans votre coût de revient. Et du coup, c'est ce que Florine disait aussi, hein, dans cette marge, elle doit aussi comptabiliser tout ce qui est restitution faite aux clients ou autre, quoi.
Alors, Jacques qui pratique une marge de 0, mais qui met un taux horaire à 40 €. Oui, donc c'est ce qu'on parle, on peut parler d'une marge là, du coup, en effet. J'ai repris mes chiffres à 13 € le kilo en moyenne en viande bovine. Il faut que je passe à 15 progressivement pour récupérer une marge par rapport au circuit traditionnel. Le temps de travail est déjà intégré. Oui, en effet, ouais, c'est vrai qu'à 13, là, on commence à être un peu bas en fonction des activités, mais en viande, ça devient, ouais. Donc oui, hein, c'est sûr, hein, si vous si vous vous rémunérez, vous mettez une forte rémunération, du coup, ça lisse à côté la marge que vous pouvez intégrer, mais ça veut dire que vous avez intégré votre temps au-delà, quoi. On laisse la main, du coup, à Amélie? Clotilde? Ben, vas-y, Amélie, du coup, je te laisse intervenir. Ok, bonjour à tous. Donc, Enora m'a demandé d'intervenir aujourd'hui en tant qu'éleveuse de blondes d'Aquitaine. Et je vends une grosse partie de ma production en colis de viande, en caissette, colis de 5 kg. Alors, de viande de bœuf, on fait du porc également, on fait du veau, on fait aussi des volailles qu'on vend en prêt à cuire. C'est une activité qui a démarré il y a une bonne vingtaine d'années sur l'exploitation par le biais de mon beau-père qui avait mis ça en place un petit peu après la crise de la vache folle pour essayer de valoriser au mieux la production, puisqu'à l'époque, les prix de vente dans le circuit traditionnel s'étaient effondrés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'était la cause première pour laquelle il avait démarré cette activité-là. Bon, aujourd'hui, les choses ont évolué, les coûts de vente ont évolué aussi dans le circuit traditionnel. Et c'est vrai que là, ça devient important de voir un petit peu où on en est en termes de coûts de revient pour pas travailler pour la peau, quoi. Parce que le but premier, c'est de pouvoir se rémunérer et de vivre de notre métier, sachant qu'on est 2 associés, mon conjoint et moi, et on est tous les 2 installés. Donc voilà, le revenu est basé à 100% sur l'activité de la ferme. Donc nous, on pratique donc de la livraison à domicile de colis de viande sur un secteur qui est déjà bien large maintenant, avec 2 week-ends par mois qui sont dédiés à cette activité-là. C'est une activité qui est très chronophage, évidemment. J'ai eu la chance d'être épaulée par Enora il y a quelques années pour calculer les coûts de revient et les prix de vente. Ça permet de suivre au mieux l'évolution de tout ça. Ce qui a fait évoluer nos prix là en début d'année, on a augmenté tous nos prix au kilo d'1 € parce que c'était nécessaire. On s'en est rendu compte aussi parce qu'on est suivi par les fermes de réseau sur les Ardennes, et notre conseiller qui est un peu le binôme d'Enora a mis un peu le doigt dessus en disant là il faut faire quelque chose parce que l'année dernière on n'avait pas encore subi l'effet ciseau de l'augmentation des charges par rapport à l'augmentation des prix de vente dans le circuit traditionnel, et ça allait plutôt bien. On n'a pas réagi assez vite et on s'est rendu compte qu'on avait sur certaines productions perdu de l'argent carrément. Donc on a essayé de pallier à ça là en début d'année, et on pense que d'ici l'automne, on repratiquera une augmentation un peu plus modeste, mais on va réaugmenter les prix parce que le carburant continue d'augmenter, etc. Et les charges aussi, et la découpe, parce que nous, on fait faire notre découpe par un prestataire, un atelier de découpe dans lequel on a des parts, mais qui facture la même chose qu'aux autres. Donc, on n'a pas de cadeau, même si on est actionnaire, mais eux aussi ont augmenté leurs tarifs parce que le sous-vide, le plastique coûte plus cher, tout coûte plus cher. Donc là, il faut qu'on soit réactif cette année. Quoi dire d'autre ? Le coût de revient, c'est le nerf de la guerre, j'allais dire, si on veut être à peu près rentable dans l'activité, quoi. Y aller à l'aveuglette, ça peut durer un moment, mais ça peut pas durer longtemps, quoi. Donc grosso modo, les tarifs vont de 12 à 16 € dans le bœuf,
pour des colis de 5 kg avec des assortiments variés. On est à quoi, 9,80 dans le port, on doit être aux alentours de 10 € dans les volailles, 15,80 dans le veau. Enfin voilà, après, c'est pas des tarifs déconnants non plus. Apparemment, on est un peu en dessous de ce qui se pratique chez les confrères. Bon, après, le coût de la livraison, il a été intégré dans le prix au kilo des colis. Il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de coût supplémentaire. Ça a été dilué, si on veut, dans le coût global de ce qu'on peut vendre. Nora, aide-moi, qu'est-ce que je pourrais... Il y a aussi, ici, il y a un effet, alors on est un peu au-delà du coût de revient, mais il y a aussi un effet quand on a calculé, quand on calcule tes coûts et tes prix de vente, c'est de se dire aussi, par exemple, c'est un effet plus commercial, mais il y a certains colis plus basiques que volontairement tu n'augmentes pas ou très très peu. Donc c'est-à-dire que tu marges quasi pas dessus, voire même pas du tout. Mais par contre, tu vas plutôt valoriser une augmentation sur des produits avec voilà, des morceaux plus nobles, même si j'aime pas trop ce terme, mais il n'empêche que avec des morceaux plutôt à cuire ou tout ça. Et donc du coup, voilà, tu t'équilibres aussi, tu fais aussi ton équilibre de carcasse comme ça en te disant, bah, t'es pas obligé, t'augmentes pas tout au kilo de la même manière, quoi. Il y a aussi cet effet-là. Non, sauf que là, cette année, on a quand même le premier colis, là, historiquement, on voulait pas augmenter. Lui, il a pris 1 € comme les autres. Mais il y a quand même une nette différence, il reste bas par rapport aux 3 colis qu'on peut proposer. Ouais. Et le fait de vendre 3 colis différents, c'est effectivement le moyen de passer aussi tous les morceaux de la carcasse, quoi. Donc, c'était le deal. Les gens prennent des assortiments, mais dans les assortiments, on arrive à passer du bas morceau et du morceau de première catégorie par le biais du steak haché, qui finalement nous permet de passer les avants aussi. Donc ça, ça a été le bon plan, et ça reste le bon plan parce qu'on valorise tout. Donc et puis du coup, en effet, avant de calculer, il y avait quand même un peu cette frayeur de se dire sur quoi on va tomber quand on va avoir calculé, parce que du coup, en effet, tu as 2 circuits différents et du coup, énormément de kilomètres pratiqués. Donc là, évidemment, avec l'augmentation des frais du carburant, mais du coup, comme disait Clotilde, ce serait intéressant de vraiment de recalculer plus finement par rapport à ton cas. Mais il n'empêche que tu étais quand même agréablement surprise. Oui, j'étais pratiquée, au final, couvrait sans souci, parce qu'en fait, tu avais une tournée qui était bien optimisée et avec des volumes livrés, en fait. Et donc, du coup, les volumes, voilà, sont là. Alors, ce qu'on a fait là avant, si tu te souviens, Enora, on livrait toutes les 3 semaines les 2 circuits. Là, on est revenu à 2 week-ends de livraison uniquement. Donc, premier et deuxième week-end du mois, où en fait, je fais un peu plus de volume, mais réparti sur 2 week-ends seulement. Et en fait, avec un plus long laps de temps entre les deux, donc ça me permet d'optimiser encore plus les quantités livrées sur une tournée, quoi. Donc, ça a été un des premiers leviers là dernièrement. Ne serait-ce qu'au niveau de temps aussi, ça fait gagner pas mal de temps, parce que bon, j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour ma famille et d'être sur l'exploitation aussi, donc voilà. Et sinon, oui, le but, c'est aussi de vendre toutes les espèces ou une bonne partie des espèces sur une seule tournée, parce qu'à la limite que je parte pour une génisse ou une génisse de cochon, un veau, grosso modo, je ferai la même tournée, mais je dilue sur le nombre de kilos de viande que je vends, quoi, finalement. Donc, ça aussi, ça peut être un levier pour gagner aussi sur les coûts, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Donc, du coup, il y a quelques petites questions. Alors, du coup, le steak haché, à combien tu le proposes aujourd'hui? Là, il est à 13 € en ce moment. Au détail, hein. Après, quand il est dans les colis, forcément, il est un peu moins cher, mais ouais, 13 € au détail. Donc, oui, donc il y a beaucoup de remarques sur le haché, évidemment, grosse explosion au niveau du haché en termes de demande. Ça, c'est une évidence. On consomme de plus. Là, je vois quelqu'un qui mutualise les frais de transport entre tous les clients. Bah oui, c'est ce qu'on a fait aussi, nous. Le coût de livraison, il est réparti sur tous les kilos de carcasse qu'on peut vendre, qu'on soit à 5 km ou à 100, quoi. Donc, oui, il est intégré dans ton prix, en fait. Pour ne pas faire 2 poids 2 mesures entre les clients qui sont proches et ceux qui sont loin. Le fait qu'ils soient dans une tournée, en plus, je trouvais ça pas juste de faire payer plus cher pour quelqu'un qui était plus loin alors qu'il avait la même qualité de viande que les autres. Enfin, voilà, c'était... Après, c'est une question c'est personnel, hein. Le choix peut
peut différer de l'un à l'autre. Après, nous, voilà, c'est ce qu'on a fait. Par contre, il y a quelque chose que je ne fais plus, Enora, c'est que tu parlais tout à l'heure d'arrondir à l'euro inférieur. C'était le petit cadeau, comme disait Florine aussi. Ça me paraissait tellement naturel de quelqu'un qui avait un colis à 56,90, bon, bah, il payait 56 €. C'était, voilà. Et puis finalement, j'ai enregistré dans ma compta tous ces petits gestes commerciaux, on va dire. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un bon 500-600 € par an qui passaient dans ces fameux arrondis, quoi. Et 500-600 € par an, c'est la marge de 2 bêtes maintenant presque. Donc bah, j'ai dit c'est tout, on arrête. Donc ça me fait un peu le cœur pour les clients historiques, mais au final, bah, je fais un million de passer aussi à la carte bancaire depuis peu, donc j'ai investi dans un petit appareil qui marche très très bien et pour lesquels bah, je paye des commissions à chaque vente, évidemment. Donc je me dis que mes petits arrondis, bah, ils financent mes petites commissions de carte bancaire. Donc j'ai fait le choix de passer à cette carte bancaire parce que j'ai moins de boulot de remise de chèque après aussi, parce que la facturation et l'enregistrement des factures, ça représente un boulot monstre. Donc je préférais passer un petit peu de commission de carte bancaire, proposer ce type de paiement aux clients qui sont friands de ça, et gagner un peu de temps sur la paperasse après, quoi. Oui, c'est une charge en plus, mais c'est du temps à passer en moins. Donc au final, voilà. Ça reste une charge. Ça reste une charge, on est d'accord. Ça reste une charge. Mais tout comme les petits cartons que j'utilisais avant, que je n'utilise plus. Avant, j'avais des cartons que je payais 1 €. Ils sont passés à 1,20 € là. Et puis ce n'est pas très écologique non plus. Donc, on est passé en petite caisse en plastique. En fait, maintenant, j'arrive chez les clients, ils vident la caisse, ils me la rendent. Moi, je la ramène, je la nettoie, je la réutilise. Alors, c'est un investissement au départ, mais au final, une fois que je l'ai, je l'ai pour pas mal de temps. Donc, et les gens trouvent ça très bien. Donc, oui, c'est une charge là à un instant T, mais au final... j'étais à 2500 € de carton à l'année. Là, j'ai réduit le budget à presque rien, quoi. Donc c'est des petites bricoles comme ça, on essaye d'optimiser. Oui, c'est ce qui joue sur derrière ton coût de revient et le limiter. Oui, c'est des petites choses comme ça, mais ça paraît pas, mais tout mis bout à bout sur une année, ça fait gagner pas mal d'euros. Sachant que dans les calculs qu'on avait fait, Nora, tu m'arrêtes si je me trompe, on était parti sur un taux horaire à 15 €. C'était un choix qu'on avait fait à l'époque de me rémunérer à 15 € de l'heure. À l'époque, oui. À l'époque, ouais. Bon, après, mon travail ne vaut pas plus maintenant. Hein. Mais non, mais après, ça me paraissait déjà pas mal. Donc, après, tout dépend de ce que chacun a envie de donner comme valeur à son travail. Mais après, voilà, c'est des calculs, tu disais tout à l'heure, qui font peur au départ parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Je pense que ça vaut le coup, une bonne fois pour toutes, de se pencher dessus et de voir les choses en face. Hein. Pour ma part, j'ai été surprise dans le bon sens. Alors aujourd'hui, on se fait un peu des frayeurs en se disant « mais si je me repenche dessus, qu'est-ce que ça va donner ?» Mais au final, non, c'est nécessaire de le savoir. Pour la bonne conduite de son activité, c'est nécessaire. Je pense que il faudrait commencer par ça presque. Hein. Oui. Et donc, se déplacer de fait. Oula, alors Annabelle, je comprends pas bien la question. La question, c'est est-ce que c'est déplacé de facturer des frais de facturation pour la partie gestion des commandes? Est-ce que pour les gros clients, voilà, c'est déplacé de leur facturer des frais de gestion en fait des commandes, quoi? Eh ben, après, soit c'est alors il y en a de plus en plus aujourd'hui qui mettent des frais plutôt administratifs, livraison et frais administratifs à côté, plutôt pour en effet des clients d'autres des revendeurs, on va dire. Donc ça se fait, ou au pire des cas, il faut l'intégrer, parce qu'en effet, on l'a pas trop abordé, hein, mais la vente directe, il y a du temps, mais sur tous vos revendeurs, que ce soit restaurateur, restauration collective ou autre, tout le temps de démarchage, il est intégré. Hein. On a, genre là, il y a la gestion des commandes, c'est une chose, mais le démarchage, en plus, c'est des clients exigeants. Hein. Enfin, c'est pas négatif. Hein, je dis pas ça d'une manière négative, mais voilà, ils sont exigeants. Ils vont vouloir souvent tester le produit. Il faut que vous ayez souvent un catalogue produit à présenter, etc. Donc tout ce temps-là, en effet, il faut
travailler, quoi. Donc, il y a Adeline qui dit que le problème, c'est l'évolution de toutes les charges, que voilà, elle a l'impression de recalculer tout le temps, 8 ans de vente directe. Alors, oui, c'est clair que ça nécessite de toujours un petit peu mettre le nez dedans. Après, une fois que ça a été fait, l'avantage, c'est que bah, voilà, on a déjà une bonne base et ensuite, pour y retourner, c'est toujours un peu plus simple. Mais je conçois que c'est pas très, c'est pas ce qu'il y a de plus simple et de plus court à faire. Florine qui nous dit que choisir des circuits de vente, les manifestations à ne pas aller, tous les marchés de village par exemple, pour s'économiser du temps de travail, des frais de déplacement, etc. Oui, donc en effet, hein, ça c'est aussi le choix de vos circuits. Donc l'avantage de ce temps de webinaire, c'est aussi de reposer les choses. Oui, bah, tout à fait, hein, c'était ça le but, hein, de pouvoir reprendre les éléments. Alors après, là, c'est vraiment juste une approche. Derrière, bah, voilà, c'est aussi ce qu'on va vous proposer, puisqu'on va arriver au terme, sauf s'il y a d'autres questions ou autres. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez nous dire les suites que vous souhaitez apporter à ce sujet, parce que là, on a vraiment voilà, juste fait la partie haute de l'iceberg, on va dire. Mais donc, on va vous mettre du coup le lien vers un petit formulaire très rapide. L'idée, c'est de pouvoir nous dire quelle suite vous souhaiteriez donner à ce temps, vu qu'on est vraiment conscient que c'était très demandé. Donc, voilà, il y a un sujet aussi à aller creuser là-dessus. Donc, quelle suite vous souhaiteriez donner, hein, que ce soit en format, est-ce que c'est de la formation, de l'accompagnement individuel. Donc, on vous demande bien de remettre votre département, vous allez voir, pour nous dire voilà, quel conseiller peut vous recontacter si nécessaire. Et également les sujets que vous souhaitez approfondir, parce que là, on était sur une thématique qui était le coût de revient, on l'a vaguement abordé, mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez aborder ou travailler ou échanger? Et également d'autres types de webinaires ou journées d'échange, hein, parce que là, du coup, c'est donc les chambres, hein, de la région Grand Est, hein, on travaille ensemble avec le réseau, du coup, Bienvenue à la ferme, pour vous proposer ce webinaire. Donc, on en a déjà fait d'autres, hein, que ce soit sur la vente en GMS, voilà, la réduction des emballages, par exemple, en circuit court, mais également des journées techniques, hein. Je sais qu'il y a déjà eu plusieurs journées d'organisées, peut-être que vous avez pu y participer, mais que ce soit pour de la vente en distributeur automatique ou la transformation végétale qui était la dernière. Donc, n'hésitez pas aussi à nous soumettre des demandes, des besoins ou autres en termes de journées techniques, par exemple. Et du coup, je vous mets dans le lien de la conversation. Avant de nous quitter, du coup, si vous pouvez. Hop. Donc, dans la conversation, vous retrouvez le lien vers le formulaire. Donc, voilà, à remplir, s'il vous plaît, pour... Et Nora, oui. Est-ce que tu peux peut-être présenter plus dans le détail la formation et de où partent les participants à la formation et où ils arrivent à la fin de la formation? Ouais. La formation que tu organises toi? Ouais, pas de souci. Ouais. Donc, du coup, nous, dans les Ardennes, depuis quelques années maintenant, on organise une formation donc sur à quel prix vendre mes produits fermiers, tout simplement. C'est une journée et demie à peu près. On la développe en formation mixte digitale maintenant. Donc, voilà, ça permet aussi de ne pas faire que du présentiel sur un sujet qui est souvent assez lourd. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode simple pour calculer la rentabilité de son activité et donc ses coûts de revient. Du coup, dans cette formation, on aborde du coup différentes notions, notamment le seuil de rentabilité qui est vraiment très lié, hein, au coût et au prix de revient. Hein, donc, une partie sur le seuil de rentabilité. Sur le coût, le prix de revient, donc rapidement, là, dans ce que j'ai abordé, l'idée, c'est d'aller travailler sur ce sujet et surtout pour les agriculteurs de repartir avec bien la définition de toutes les charges à intégrer par rapport à son activité, etc. Et ensuite, on va jusqu'au prix de vente. Mais donc, en parlant de prix de vente, c'est ce que je disais, c'est toutes les composantes du prix. Hein. Ce n'est pas juste le coût de revient, c'est aussi la demande, savoir calculer un prix psychologique, c'est la concurrence, comment je me positionne sur le marché, quelle stratégie aussi en termes de politique tarifaire je mets en place en fonction du public que je cible, par exemple. Savoir aussi
donner un prix à son produit, mais de tout ce qui n'est pas quantifiable, en fait. Donc, en tant qu'agriculteur, vous offrez aussi un service, hein. Vous avez toutes les questions de traçabilité, de contact direct avec le consommateur. Enfin, je veux dire, clairement, c'est un service que vous rendez par rapport à un produit industriel qui est trouvable dans une grande surface ou autre. Donc, enfin, voilà, vous amenez aussi ce type de choses qui est du coup moins quantifiable, mais quand même qui est intégré et qui est à prendre en compte quand vous créez votre prix. Donc, voilà, la formation, elle se dessine sur ces différentes thématiques. Du coup, pour Angélique, donc le programme, il n'y a pas de souci, moi, pour le renvoyer. Je vais le renvoyer aux collègues, vous pourrez le transmettre. Dans les Ardennes, là, je vais avoir une formation en fin d'année. Je n'ai pas encore les dates de Calais. Donc, pour la prochaine, je n'ai pas encore de date, donc je vous communiquerai. Après, voilà, je sais qu'on en a déjà fait des fêtes, du coup, en Meurthe-et-Moselle, hein. Florine était présente à une en Meurthe-et-Moselle, donc voilà, pour ce qui est de la formation. Après, du coup, on fait également pour les agriculteurs qui le souhaitent aussi de l'accompagnement plutôt individuel. Donc voilà, peut-être aussi, je pense que les collègues aussi doivent avoir des accompagnements de ce type, mais on peut aussi travailler en direct pour le calcul des prix. La formation, elle est vraiment axée sur la méthode. Voilà, l'idée, c'est que vous ne ressortez pas avec vos prix tout calculés, parce qu'il faut déjà avoir fait ce travail aussi d'identification des charges et aller rechercher dans la compta, etc., les différents éléments. Donc, en formation, c'est toujours un peu plus compliqué. Par contre, en accompagnement individuel, voilà, l'objectif, c'est d'aller calculer les prix. Voilà. J'ai fait le tour. Oui, je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur les dates de formation et les lieux de formation. C'est en fonction de vos réponses et de vos attentes qu'on saura rebondir et mettre en place des formations ou des accompagnements individuels dans les départements où c'est fortement demandé et en fonction de ce qui est demandé. C'est un peu le but aussi de ce questionnaire final, c'est de savoir ce que vous attendez maintenant et comment on peut au mieux vous accompagner. Et on peut être très réactif sur la mise en place de formations s'il le faut, ou sur d'autres accompagnements s'il le faut. Tout à fait. Du coup, je vous répète que dans la discussion, vous allez dans l'onglet conversation, où il y a tout le chat, j'ai mis le lien vers le formulaire. Donc, s'il vous plaît, voilà, si vous pouviez le remplir, ce serait super. Comme ça, on aurait un retour et pour voir quelle suite. Je pense que Marine, on va pouvoir le remettre par mail de toute façon à l'issue de la. Oui, je ferai un petit rappel en renvoyant à tout le monde le lien du replay, du coup, pour ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route ou ceux qui n'ont pas pu assister directement au webinaire. Et je remettrai le lien du formulaire dans le mail. Comme ça, vous l'aurez. Ça permettra de répondre. Après, c'est toujours mieux de répondre tout de suite. Ça fait un retour à chaud. Et comme ça, on aura l'information aussi assez rapidement pour pouvoir développer les formations si jamais il faut en développer derrière, quoi. Donc, Clotilde, c'est bon pour moi. Oui, écoutez, merci de votre attention. Juste, voilà, un autre sujet qui est assez lié à la conjoncture actuelle et puis aux impacts, c'est soyez sensibles au prévisionnel de trésorerie, anticipez vos charges et anticipez les moments où vous aurez des charges qui sont attendues, la MSA, les emprunts à rembourser, etc., pour pouvoir avoir vraiment une vision très, très fine en prévisionnel de votre trésorerie pour éviter les mauvaises surprises. Et puis surtout, c'est un outil important pour pouvoir aller négocier s'il le faut avec votre banquier, soit pour des rééchelonnements d'emprunts en cours, soit pour des emprunts de trésorerie pour passer le cap. Pensez aussi aux appels de cotisation de la MSA. Florine, tu peux peut-être prendre la parole sur le sujet. Je sais que ta maman a déjà utilisé ces outils-là pour. Il existe des petites solutions à la MSA qui ne sont pas nécessairement connues pour passer le cap des coups durs. Oui, c'est vrai. Alors, la MSA de Moselle a accepté qu'on fasse à plusieurs reprises dans l'histoire de la ferme des étalements pour le paiement
des cotisations, par exemple, notamment quand je me suis installée, parce qu'il y a 2 années de cotisations qui ont été demandées en l'espace de 2 mois, donc vous imaginez bien que pour la trésorerie d'une ferme, c'était un petit peu violent. Et voilà, donc on s'est rapproché de la MSA de notre département, avec laquelle on a échangé, qui nous a proposé le calendrier selon lequel on allait faire le remboursement, qui a accepté ce qu'on avait proposé, et voilà, ça s'est fait très, très correctement. Et je pense que il faut savoir que des choses comme ça existent pour ne pas se sentir au pied du mur parfois avec la trésorerie. Alors, la MSA Moselle, c'est la MSA Lorraine, donc qui regroupe la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges. Je ne peux pas parler comme Florine au nom des autres MSA, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos différents organismes pour voir ce qu'il est possible de faire. Il me semble aussi que si vous aviez des grosses chutes de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, il est possible de recalculer en amont plutôt que d'attendre un réajustement en aval après. Il est possible de demander un réajustement de l'appel de cotisation si vous savez pertinemment que vous êtes en train de payer sur des chiffres d'affaires que vous n'arriverez pas à faire. Voilà, donc n'hésitez pas. La MSA est à la disposition. Ben voilà, je vois quelqu'un qui dit que c'est possible sur Sud Champagne aussi, donc ça veut dire que une grosse partie de la région Grand Est et alors c'est peut-être une des mesures nationales, est concernée par ce type d'action. Et dans le moment assez difficile que les circuits courts passent, et notamment sur les exploitations très spécialisées, c'est certainement des outils à manipuler et à actionner pour que ça se passe mieux pour vous, pour mieux dormir déjà, et puis faire en sorte de passer le cap et de pouvoir rebondir. Bon voilà, je pense je vois aussi une demande, est-ce que les slides seront diffusés? Je pense que oui, au travers du webinaire, ça sera possible de toute façon. Les slides en tant que tels peuvent certainement l'être aussi. Oui, pas de souci, c'est peut-être on les renverra par mail. Ouais. En dehors des slides, c'est peut-être le commentaire des slides qui est le plus important, donc le fait de pouvoir revisualiser le webinaire, mais oui, ça sera de toute façon possible. Donc merci à tous pour votre attention et votre assiduité, parce qu'on est aussi nombreux au début qu'à la fin. Et puis merci à ceux qui auront rempli le questionnaire pour pouvoir nous aider à mieux vous accompagner de toute façon au travers de vos demandes. Et bon, je pense aussi que